Pas de plan en France de fermeture globale des petites lignes, et il faut le dire et il faut s'en féliciter. La politique qu'on a, la vision qu'on a, c'est de les garder pour que ça coûte moins cher aux contribuables. S'il n'y a pas de plan de fermeture des petites lignes, comme le dit le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, il y a bien des fermetures de ces dessertes un peu partout en France, une trentaine de lignes à fermer depuis une dizaine d'années. La communication de la SNCF les appelle les lignes de desserte fine du territoire. Pour les usagers, c'est tout simplement le train du quotidien. Ces lignes dessinent un réseau de près de 10 000 km. La moitié subit des ralentissements, en cause l'infrastructure dégradée. On voit, ça vieillit très lentement, mais par contre, si vous arrêtez aujourd'hui de faire une maintenance, dans 10 ans, on ne pourra plus faire quoi que ce soit. Et c'est globalement ce qui s'est produit. Selon les chiffres de la SNCF au niveau national, il y a chaque année autant de réouvertures de lignes que de fermetures. Mais les contraintes budgétaires étant ce qu'elles sont, la recherche d'économie est désormais la priorité. D'où la réflexion en cours, quelle orientation faut-il prendre pour sauver ces petites lignes ? Prenons l'exemple d'une seule ligne, entre Limoges et Angoulême. En mars 2018, une portion de ce trajet a été fermée du jour au lendemain pour raison de sécurité. Ce qui fait que depuis, les usagers, pour faire ce même chemin, font un peu de train et beaucoup de bus, devenus solution de remplacement. Si on veut arriver à sauver d'abord la planète, diminuer la pollution, il faudra peut-être un jour quand même revenir au train. Lors de l'annonce de la fermeture, tous les acteurs y voyaient une décision provisoire. Mais depuis, elle dure et pire, elle s'enquiste. Après 15 mois, aucun début de travaux. La petite mort des petites lignes, c'est un reportage signé Raphaël Ebenstein et Sandrine Malon. France Inter, Interception, le magazine de la rédaction. Bonjour, on va vous prendre, s'il vous plaît, 2 billets aller-retour pour Saint-Junien. Un retour pour ce soir ? Oui, pour retour pour ce soir. Saint-Junien, deuxième ville de Haute-Vienne, située à environ 30 km de Limoges et à une quarantaine de minutes en train. Vous payez ensemble ou séparément ? Je vais te payer pour les deux. Ça fait 25,60 total. Ok. Merci. C'est le terminus de certains trains de la ligne Limoges-Angoulême, avec une correspondance en bus pour la suite du trajet. Du coup, c'est tout sur le même billet, aller, retour et deux passes. Super. Et donc on s'apprête à partir, on composte le billet. On va faire le voyage Limoges-Saint-Junien avec Catherine et d'autres habitués de la ligne. Bonsoir. On a failli. On Ça y va arrive quand même. Mais oui, Voilà. mais oui. Vous formez un petit groupe, un petit club quand même d'usagers. C'est ça, réguliers. oui. Nous, on est plusieurs là, à bosser ensemble, là. On a le petit groupe là-bas. Parce que moi, j'ai commencé à le prendre en 2010. Bon, on était bien plus. Hein. On a aussi beaucoup de bus sur Saint-Junien, si on veut. Après, on prend le train parce que vous allez voir, on s'assoit un peu n'importe comment, on a de la place. Si on voulait prendre le bus, effectivement, si on veut un jour déserter le train, ils ont grave finir de tuer la ligne. Parce qu'en fait, ce qui fait que les gens ne le prennent plus, c'est que à un moment donné, il y avait des retards constamment. C'est malheureux à dire, mais depuis que la Charente est fermée, il est plus en retard. Vous dites des retards à répétition, ça pouvait rallonger le trajet de beaucoup. Nous encore, on a de la chance, on a un employeur qui est compréhensif. Bon, on arrive en retard, on récupère comme on peut et encore. Et quand vous dans une entreprise où vous pointez, que vous n'avez plus l'amplitude horaire pour récupérer, vous récupérez comment ? Là, c'était pas de contrôleur, donc pas de train. Ou le matin, vous arrivez. Encore le matin, ça va parce qu'on a nos véhicules, donc on peut jongler. Mais le soir. Le voilà, ce fameux train qu'on va prendre avec vous. Un gros bruit Ça de vous moteur embête si on diesel. fait avec vous ? Je vous laisse monter. En plus, on a une cheminée. Qu'est-ce qu'il prouve ? On va y aller. Donc, le journaliste que vous avez parlé. Le journaliste dont vous avez parlé. Bonsoir. Voilà.
Vous empruntez la ligne depuis donc 2010, Voilà. à peu près, au quotidien? Au quotidien, voilà, tout à fait. Non, vous pouvez venir. Hein. On a même un billet en règle, hein, je vous assure. Si, on a payé. Merci, messieurs, dames. On arrive à Saint-Junien et on va donc descendre. Nous, vraiment, le sentiment qu'on a, nous, c'est qu'ils veulent la supprimer, la ligne. Hein. Parce qu'à un moment donné, il y avait vraiment tous ces retards qui étaient récurrents. Et du coup, des gens ont arrêté de prendre le train. Et après, je crois que les habitudes se font aussi. Vous reprenez votre voiture, vous faites du blablacar, et vous modifiez vos façons de voyager, quoi. Alors après, on nous dit il faut prendre le bus. Je sais pas, moi je pensais que le bus était beaucoup plus polluant que le train. C'est ce que j'avais cru comprendre toujours. Hein. Il semblerait que maintenant on nous remplace les trains par des bus. Cherchez l'erreur. Des élus sur la voie en pleine gare. Président de département, maire, ils dénoncent l'arrêt provisoire de la ligne Limoges-Angoulême. C'est la survie de plusieurs bassins de vie qui traversent cette ligne, que ce soit La Rochefoucauld, Chabanais, Roumazières, Chasseneuil, Saint-Victorien, Saint-Junien, j'en oublie sûrement, jusqu'à Limoges. Depuis 4 mois, cette ligne TER est en attente de travaux qui ne viennent pas. Voilà, on est dans le hall de la gare de Saint-Junien, qui a été refait récemment, tout moderne, qui sent le neuf même. On attend les collègues. Monsieur Ratier, Joël Ratier. Le président de la communauté de communes, oui. Et on va rencontrer Joël Ratier. Il a un chapeau, il est tout fin. Eh ben oui. Eh ben, c'est lui. Président de la communauté de communes Porte-Océane du Limousin, qui regroupe un certain nombre de communes traversées par la voie, dont Saint-Junien. On est déjà là. Bonjour Joël. Bonjour, ça va? Ça va bien. Je m'inquiétais, bonjour. Sandrine Malon, voilà, qui D'accord. m'accompagne. D'accord, très et qui bien. va tout enregistrer. D'accord. On peut peut-être être dans la gare. Faut être sur le quai, Allez. si vous voulez. Ouais, ou... C'est belle, hein? Elle est belle. Elle est très Avec un belle. train qui ne circule plus. Quand ça s'est produit, c'était en mars 2018. SNCF Réseau a annoncé à ce moment-là la fermeture de la ligne à la circulation des trains entre Saillat et Angoulême. Quand ça a été annoncé, vous avez pensé que c'était vraiment la fin, la mort de la ligne? Mais nous avons été très inquiets parce qu'on sait d'expérience que quand une ligne n'est plus exploitée, en général, ça se passe mal. Il faut arrêter, de la part du gouvernement, à nous dire qu'on est à l'écoute des territoires ruraux et faire l'inverse. Il faut arrêter de dire qu'on est pour la transition écologique et ne pas faire le nécessaire. L'usage du train, ça permet d'avoir un transport durable, ça permet à ceux qui l'empruntent de pouvoir y travailler, aux étudiants de pouvoir préparer leurs cours. En tout cas, on n'est pas dans un même confort, dans une même utilité quand on prend le train ou quand on prend le bus. Donc cette ligne, on y tient, c'est un train du quotidien, il doit irriguer ce territoire, nous ne lâcherons rien. La mobilisation des élus, elle est à l'image des Gilets jaunes qui ne supportent plus ce mépris à l'égard des territoires ruraux, qui sont des territoires nécessaires à l'équilibre de la vie dans ce pays. Il s'y passe des choses, il y a de l'emploi, il y a des industries, il y a des entreprises qui sont le long de cet axe, qui sont prêts à utiliser ce mode de transport. Encore faut-il qu'ils puissent être à la hauteur de leurs besoins, et en tout cas que les trains puissent circuler assez vite, de manière confortable et en sécurité. Tout est possible. Le train, ici, cette ligne, bon, elle a été évidemment beaucoup plus importante, elle a été mieux exploitée, il y avait plus de trains tous les jours, il y avait sans doute aussi plus de voyageurs. Est-ce que, j'allais dire, le train, c'est aussi un symbole, c'est un symbole de vie, le fait qu'il y ait moins de trains, psychologiquement, c'est vécu comment? Comme une petite mort, comme une forme d'abandon?
Mais c'est vécu comme une forme d'abandon et ça s'ajoute à tous les services publics que l'on est en train de sacrifier. Quand on ferme un bureau de poste, quand on ferme une trésorerie, quand on ferme une classe d'école, c'est un sentiment de territoire abandonné. Et effectivement, quand un conduit n'est pas alimenté et qu'il est sectionné sur une partie, c'est brutal. Et effectivement, ce sentiment d'abandon, il est profond et c'est ce qui, je crois, aujourd'hui est dénoncé dans notre pays, notamment pas uniquement par les Gilets jaunes, mais entre autres, il montre bien cette fracture-là, cet abandon de la ruralité, et ruralité qui souffre, mais ruralité qui a un potentiel de développement extraordinaire. Et voilà, on va donc sortir de cette belle gare de Saint-Junien. Justement, on va pas prendre le train, on va repartir en voiture. Et on peut remarquer sur cette esplanade devant la gare qu'il y a quand même beaucoup de voitures de stationnées, donc d'usagers qui prennent le train à Saint-Junien. Et pour la plupart, ce sont des salariés qui vont travailler à Limoges. Mais il pourrait y en avoir beaucoup plus si les horaires étaient un peu plus intelligents. Merci. C'est moi qui remercie. À bientôt. À bientôt. Nous quittons Saint-Junien pour Saillat, à une dizaine de kilomètres. C'est à partir de là que la ligne est totalement coupée jusqu'à Angoulême. Saillat, 800 habitants, est connu pour ses 2 grosses usines papetières, d'où s'échappent des nuages de fumée. On sent aussi l'odeur de la pâte à papier. Bonjour monsieur, Raphaël Evenstein. Enchanté. Nous avons rendez-vous devant la gare avec Jacques Bertrand, le maire de la commune, ancien cheminot sur la ligne. J'ai travaillé plus de 30 ans sur cette ligne. D'accord. Je crois que je la connais assez bien, oui. C'est même désespérant de la voir dans l'état où elle est, là. On va peut-être rentrer dans la gare. Si vous voulez, oui. On a un petit peu d'espoir parce que on a eu la certitude par la région que la ligne ne fermerait pas. Ça a quand même été voté à la région, donc on peut penser que c'est vrai. Maintenant, on ne nous a pas donné de délai de réouverture. Et la dernière bataille à gagner, et c'est pas la plus simple, c'est la bataille du financement. Le problème aujourd'hui, il est là. Alors c'est sur le bureau de la région, c'est à la SNCF Réseau, c'est à l'État. Moi, je pense que les seuls responsables de l'état de la ligne, il n'y a que 2 seuls responsables pour moi. C'est l'État, d'abord, et SNCF Réseau. C'est eux qui sont responsables. Alors, la région, elle nous aide, c'est bien, elle veut nous aider. Ok, tant mieux, merci même. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas forcément son rôle, quoi. Son rôle à elle, la région, c'est les gares et le matériel roulant. Donc, la voie ferrée, c'est SNCF Réseau et l'État. C'est eux qui doivent mettre la main à la poche. Ils n'ont pas l'air d'en avoir envie. SNCF Réseau, je ne veux pas non plus taper sur le dos de ceux qui m'ont fait vivre pendant toute ma carrière, mais je pense qu'on les a obligés, l'État les a obligés à investir massivement dans les lignes à grande vitesse. Alors, très bien, il faut des lignes à grande vitesse, il faut des TGV, c'est un succès phénoménal, mais ça s'est fait au détriment des lignes comme celle-ci, des lignes classiques. Et ça, c'est dommage. Je ne sais pas si je vous parle du fret, parce que alors là, c'est encore bien plus catastrophique. J'ai connu la gare ici où il y avait 4 trains de marchandises qui arrivaient par jour. Et il y avait du monde, on était 14 agents dans la gare. Aujourd'hui, vous voyez, le pauvre collègue, il est tout seul. Le fret, c'est un problème politique, uniquement politique, qui est dans les mains des gouvernements. Parce que on a trop privilégié, je crois qu'on privilégie toujours trop la route par rapport au rail. La route, ils ne payent pratiquement pas de taxes d'entretien des routes. C'est nos impôts, c'est nous qui payons l'entretien des routes. À la SNCF, c'est SNCF Réseau qui entretient son réseau. La taxe que paye la SNCF pour faire circuler des trains de marchandises sur le réseau, elle est 300 fois supérieure à la taxe à l'essieu qu'on perçoit au camion. À partir de là, la SNCF ne peut pas lutter, c'est pas possible. C'est une question de vouloir. Il faut vouloir, à un moment donné, taxer les routiers. Je sais bien, ça va pas leur faire plaisir. Ça fait pas plaisir non plus aux entreprises, parce que les entreprises savent très bien que les transporteurs, ils reporteront sur le
coût du transport, donc ça fait pas rire les entreprises non plus. Mais si on veut arriver à sauver d'abord la planète, parce que bon, diminuer la pollution, il faudra peut-être un jour quand même revenir au train. Il y aurait de la demande, là j'imagine, des entreprises, notamment papetières, pour... Moi ici, les entreprises, je rencontre les directeurs assez régulièrement. Ils m'ont dit tous les deux, les deux entreprises, ils m'ont dit, mais attendez, nous, si le train est moins cher ou égal même avec la route, on prendra le train. Mais pour le moment, la route est moitié moins chère que le train, on prend la route. C'est pas des philanthropes, ils sont là pour gagner de l'argent. Hein. C'est normal, hein. On est tous pareils. Hein. Et du coup, la conséquence, c'est aussi qu'il y a beaucoup de camions à Saya ou autour de Saya. Bon, allez, on va dire 350 camions par jour. Résultat du scrutin sur l'ensemble du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Pour l'adoption, 240 contre 85. Le Sénat a adopté. Bonjour, madame. Monsieur Djebari, c'est ça? Oui. Il est juste derrière vous. Merci. Voilà. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Jean-Baptiste Djebari, député LREM de la 2e circonscription de Haute-Vienne, qui englobe Saya et Saint-Junien. Il a été rapporteur de la réforme ferroviaire adoptée l'an passé. Moi j'ai utilisé une formule, mais je crois que ça résume assez bien le cercle vicieux de ces petites lignes depuis quelques décennies finalement, pas quelques années, hein. Et au-delà des clivages politiques. En gros, aujourd'hui, vous avez l'État qui finance mal, vous avez les présidents de région dans des grandes régions, et je leur fais pas grief, mais qui ont du mal parfois à afficher ou à prendre des priorités. C'est compliqué d'avoir Bordeaux, Angoulême, Limoges et de tenir un discours qui soit toujours absolument précis. Vous avez des élus locaux qui sont complètement démunis parce que certains appellent au moratoire, mais dans les faits, les petites lignes, ça ferme. Et vous avez la SNCF, sur qui tout le monde aime bien taper, qui est pris, je le dis avec un demi-sourire, moi j'aime bien la SNCF, mais, qui est souvent pris dans des injonctions politiques contraires. Donc il doit un petit peu, depuis des années, être ballotté entre les uns et les autres dans une situation en plus économique financière qui est quand même très problématique. Donc on a tout ça, ce qui fait qu'on perd beaucoup de temps, et que, si je le mets entre guillemets, mais le jeu des politiques, c'est souvent de gagner du temps pour pas prendre de décision. Ben ça, il faut absolument le rompre. Et après, on regarde un peu les différentes solutions. On a vu que le TER, il s'est massifié. Pour deux raisons. Il y a eu beaucoup de normes de sécurité, et puis il y a eu beaucoup de confort, la climatisation, tout ça pèse lourd. Du coup, les TER ont grossi physiquement et ont grossi en poids, et du coup, les rails ont dû être renforcés pour soutenir un petit peu ce poids-là. Bon, depuis quelques années, vous avez en zone urbaine des trams qui sont beaucoup plus légers. Hein. Si on prend des chiffres, un TER classique, c'est 72 mètres, 12 tonnes à l'essieu, 8 millions d'euros d'acquisition. Un tram-train, c'est moitié moins, en tout. Donc vous voyez bien qu'un train qui coûte moins cher à l'exploitation, qui abîme moins les rails, on peut y voir des solutions intéressantes en zone rurale. Et le tram-train, la vitesse commerciale, ça pourrait être d'à peu près quel ordre? C'est environ 100 km/h. Sachant qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que, et vous le savez, hein, sur ces petites lignes, il y a des restrictions de vitesse partout. Donc bien souvent, on est à 60, on est à 40. Et du coup, la vitesse commerciale est très dégradée. Moi, je pense qu'une vitesse commerciale entre 100 et 110, ça fait le job, pour utiliser l'expression. Ce qu'il ne faut pas, c'est avoir comme aujourd'hui des voies qui sont peut-être surdimensionnées, y compris pour accueillir du fret, alors qu'il n'y a plus de fret, qui sont donc dimensionnées pour rouler à 160, 170, et avoir des trains qui roulent à 40. C'est ça le vrai sujet. Je crois pas trop au discours sur le fret, parce qu'en fait on a réuni les plus grosses industries il y a quelques mois, à Angoulême, qui nous ont dit, nous le fret, on n'ira pas dessus. Pour l'instant la route nous convient et on continuera à passer notre fret par la route. Mais en revanche, pour les voyageurs et pour le territoire, c'est évidemment une ligne structurante. Après, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on régénère la ligne TER classique au nominal de ce qu'elle était il y a quelques années quand elle fonctionnait, soit on fait un petit peu mieux pour un petit peu moins cher, c'est-à-dire on dit le fret n'y passe plus, et donc on a des voies qui supportent des trains moins lourds, et puis comme ça on peut diminuer le coût, et puis accélérer le calendrier des travaux. Mais le pire, c'est de s'en tenir un petit peu au statu quo, parce qu'on voit bien que même dans le plan ferroviaire qui est proposé par la région aujourd'hui, on a certes une partie de financement qui est pris en charge par la région, mais il nous reste le reste. Et comme vous savez que le problème des petites lignes, c'est pas un sujet Nouvelle-Aquitaine, c'est un sujet national, et que tout le monde est un peu face au même mur budgétaire, de l'argent il faudra en trouver pour tout le monde. Voie A, le train TER numéro 868 106 à destination d'Angoulême va partir.
Assurez-vous de la fermeture des portes, s'il vous plaît. Attention au départ. Interception sur France Inter. Afin de rouvrir la portion fermée de la ligne Limoges-Angoulême, un premier devis de rénovation fait état de 150 millions d'euros. D'autres, par la suite, ont été moins gourmands, mais jamais en deçà des 120 millions. Depuis, tout le monde se renvoie la balle et ces devis restent pour le moment sans suite. L'avenir de cette ligne ne se décide ni dans le Limousin, ni en Charente, mais dans la capitale de la grande région Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, où Raphaël Ebenstein a rencontré Jean-Luc Gary. Il est directeur territorial SNCF Réseau dans la région. On va monter au 4e étage, il y a des belles photos de voies ferrées, d'ouvriers sur les chantiers ferroviaires, dans les couloirs. Bonjour. Jean-Luc Gary, enchanté. On va parler essentiellement d'une ligne, la ligne Limoges-Angoulême ou Angoulême-Limoges. C'est l'une des seules lignes en Nouvelle-Aquitaine dont une partie est fermée à la circulation ferroviaire, précisément entre Saillat et Angoulême, sur à peu près 70 km. Comment en êtes-vous arrivé à prendre cette décision? Pour des raisons de sécurité. Vous savez que on fait une surveillance rapprochée, si je puis dire, de notre réseau ferroviaire. Il y a des tournées de surveillance qui ont lieu régulièrement avec des appareils sophistiqués. Et à la suite d'un passage d'un de ces engins, on s'est aperçu qu'il y avait de multiples dysfonctionnements qui nous ont amenés, pour des raisons de sécurité, à fermer la ligne. Cette partie de la ligne, puisque toute la ligne n'est pas fermée, comme vous l'avez précisé. On est tous d'accord pour dire aujourd'hui qu'une grande partie du réseau ferré national a souffert depuis déjà plusieurs dizaines d'années, on dit 30 ans, d'un manque d'entretien globalement. Mais je dirais que l'effort aujourd'hui est fait. Il y a une quinzaine d'années, la régénération du réseau en France, on investissait de l'ordre de 1 milliard. Aujourd'hui, on est à 2,6 milliards, 2,7 milliards en 2018, 2,7 milliards en 2019. Donc l'effort est très conséquent, mais c'est vrai qu'il porte sur le réseau le plus circulé, sur le réseau structurant. Après, sur le reste du réseau, sur le réseau dit des lignes de desserte fine du territoire, c'est un partenariat que l'on doit trouver entre l'État, la région, d'autres collectivités éventuellement, pour financer et pour réaliser ces travaux, puisque notre priorité, encore une fois, c'est le réseau structurant, c'est l'objectif que nous a fixé l'État. Quelle pourrait être la participation de SNCF Réseau à la régénération de la ligne en proportion, pourcentage? Écoutez, c'est assez simple, puisque, encore une fois, je me réfère au contrat de performance qui a été signé avec l'État. SNCF Réseau intervient à hauteur de 8,5% à la régénération des lignes de desserte fine du territoire. C'est un forfait en quelque sorte, c'est un coût moyen. Ça représente en gros les économies de maintenance qu'on peut réaliser ultérieurement à la suite de la régénération de la ligne. Nous, notre intérêt, SNCF Réseau, c'est de faire rouler le plus de trains possible sur les lignes. Donc on n'a absolument pas vocation à fermer des lignes. Et si je regarde d'ailleurs sur les 2 dernières années, en France, on a autant de fermetures que d'ouvertures de lignes. Je ne suis pas remonté plus loin, je ne voudrais pas vous raconter l'histoire, en tout cas sur les 2 dernières années, c'est le cas. Rendez-vous avec Monsieur Lagrave. Monsieur Lagrave. Merci. On est dans le hall de l'hôtel de région de Nouvelle-Aquitaine, la région qui regroupe les anciennes régions d'Aquitaine, de Poitou-Charentes et du Limousin. Et c'est ici à Bordeaux, un petit peu loin de Limoges et d'Angoulême, que se joue sans doute en partie l'avenir de la ligne, puisque c'est le conseil régional qui est le principal financeur des éventuels travaux. Contrôleur de la SNCF. Renaud Lagrave, donc vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, chargé des infrastructures, mobilité et tout et tout. Le réseau SNCF appartient à la SNCF et donc c'est à lui de l'entretenir.
Et donc c'est pas la région Nouvelle-Aquitaine qui entretient le réseau. Mais c'est vers la région Nouvelle-Aquitaine que se tournent, on va dire, un certain nombre d'interlocuteurs. À tort. À tort pour. Oui, à tort. Pour Parce que finalement, normalement même, vous êtes peut-être propriétaire de votre maison. Quand vous êtes propriétaire, même si vous la louez, ou même si vous faites du Airbnb, les gens qui passent là payent une location. C'est notre cas. Hein, on paye une location pour faire rouler nos trains. Et dans le prix de cette location, il y a normalement les travaux de mise à jour de la voie, et ce qui évidemment n'est pas le cas depuis des années. Donc là, on vient nous chercher hors de nos compétences pour nous dire, et voyons, telle ou telle voie, celle-là comme beaucoup d'autres d'ailleurs, en Nouvelle-Aquitaine est fermée, qu'est-ce que vous faites? On a aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine des lignes où on est en train de faire des régénérations qui n'ont pas été régénérées depuis les années 60, 50, j'ai même du 45, vous voyez, donc ça veut dire que à cette époque-là, puisqu'on a toujours tendance à opposer grande vitesse avec train du quotidien, à cette époque-là, a priori, hein, sauf erreur de ma part, personne ne parlait de grande vitesse, mais on n'entretenait pas encore assez le réseau. À l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, il faut bien que vous ayez en tête que c'est 1,2 milliard qu'il faut pour juste remettre le réseau à niveau. Pas même pas rajouter 1 km/h ou 3 trains, ou juste le mettre à niveau. 1,2 milliard. Comment voulez-vous qu'on trouve ça? Moi, j'entends que tout le monde veuille parler des transports du quotidien. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut un financement du réseau, parce que c'est ça qui est l'essentiel. Mais si dans la loi, on nous dit il faut que vous gériez les petites lignes vues de Paris, mais qui sont pour nous des lignes totalement structurantes, c'est-à-dire qu'il faut qu'on change aussi, nous, notre manière et notre approche, et voir comment on peut, parce qu'on est en train de parler d'argent public, c'est nos impôts à toutes et à tous, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse faire une maintenance qui soit opérationnelle en fonction de ce qu'on veut faire derrière, notamment sur Angoulême-Limoges, qui est pour nous une ligne totalement structurante, même si vue de Paris, c'est une des lignes que Spinetta voulait fermer. Sur cet axe-là, entre Angoulême et Limoges, les nationales sont complètement remplies de camions, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le sens de l'histoire, il est plutôt d'essayer de faire en sorte que quand on fait une régénération, qui coûte déjà une blinde, on puisse à la fois réfléchir en transport de voyageurs et transport de marchandises. Sans donner de faux espoirs, mais vous pensez raisonnable d'imaginer quel calendrier pour une réouverture complète de la portion entre Sailly et Angoulême, qui est donc fermée depuis mars 2018? Entre la période d'études, de travaux, de cofinancement, de signature de conventions, j'en passe et des meilleurs, demain, normalement, en 4 ans, on est capable de faire quelque chose. Si on donne une perspective, et c'est ce que nous, on souhaite faire, ça permet quand même aux gens de se dire, bon, c'est temporaire. Je vais prendre le bus, je vais peut-être potentiellement par obligation reprendre ma voiture, je vais faire par d'autres moyens. En même temps, j'ai une perspective pour me dire, demain je reprendrai le train. La vérité, c'est que sur beaucoup de lignes qui rouvrent, on a un engouement qui revient. Alors pas forcément d'ailleurs avec les mêmes, mais avec d'autres qui se disent, mais voyons, je savais même pas qu'il y avait un train à 3 km de chez moi. Ça veut dire simplement qu'il faut qu'on ait, au moment où on fait les travaux, un travail de pédagogie avec la population, avec les élus locaux, les associations, avec tous les acteurs sur le territoire, pour leur dire, on va travailler ensemble sur la suite. Parce que la régénération est une chose, mais après il y a la fréquence, il y a les correspondances, il y a les arrêts, il y a le nombre de trains, tout ça fait que il y a l'aménagement des gares, l'aménagement des parkings, parce que vous savez, sur des lignes qu'on refait, qu'est-ce qui se passe? On l'a bien vu d'ailleurs sur les nouvelles lignes qui sont à la fois dans la région mais au niveau national, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un petit peu nouveau, les gens essayent. Après, c'est à nous, collectivement, de les faire rester dans le train. Et ça, c'est plus compliqué. On vient de se garer devant l'ancienne gare de Chasseneuil-sur-Bonnieure, en Charente. Chasseneuil-sur-Bonnieure, environ 3000 habitants, une trentaine de kilomètres d'Angoulême, 70 kilomètres de Limoges. C'est l'une des communes les plus impactées par la fermeture de la ligne entre Sailly et Angoulême, puisqu'elle accueille plusieurs centaines d'élèves, notamment d'un lycée professionnel, d'un centre de formation des apprentis, des élèves qui avaient, pour certains, l'habitude de prendre le train, qui aujourd'hui sont condamnés à prendre le bus ou à se faire emmener en voiture par leurs parents. Moi, c'est Charlène. Et moi, c'est Kenza. Et vous faites le trajet tous les jours ou... Non, on est interne du coup, parce qu'on habite loin. Ouais. Donc c'est le lundi matin et le vendredi soir. Ouais, moi, du coup, je prends le bus de Chasseneuil-sur-Bonnieure à Angoulême. Et après la gare d'Angoulême, j'attends un peu et j'ai un train qui m'emmène à Poitiers.
Ce qui fait que j'arrive vers 21h chez moi. Voilà. En partant d'ici. En partant d'ici à 18h16, oui. Parce qu'il y a beaucoup de temps à la gare d'Angoulême. Et le lundi matin, je me lève à 5h30 puis je pars à 6h11. Parce que le bus part plus tôt vu qu'il met plus de temps à venir que le train. Donc, voilà. Après, tu prends plus souvent que moi. Déjà, si on loupe le premier bus, parce qu'au début, on avait des soucis parce qu'ils acceptaient pas beaucoup de gens de Chasseneuil, le premier, donc c'était des gens de La Rochefoucauld, Chasseneuil, tout ça. Et donc, du coup, on devait attendre le deuxième, sauf qu'une fois, le deuxième n'est jamais venu. Donc, on était 40 élèves sur le quai de la gare, ils nous ont emmenés en taxi, quoi. Souvent, oui. Donc, des taxis pour tout le monde, ou une fois, notre train d'avant était en retard. Donc, moi, personnellement, c'était le train de Poitiers à Angoulême, mais d'autres venaient de La Rochelle ou quoi, il était en retard, et du coup, les bus étaient partis sans nous. Du coup, en taxi, donc on est venu en retard. Ils sont là. Ils le savent qu'on est. C'est pour ça que je comprends pas quand il n'y a pas de soute, alors qu'on est interne. Généralement, qu'on rentre chez nous le vendredi, on s'entasse avec nos valises, elles nous tombent dessus. Enfin, ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous avez essayé de vous en plaindre, d'alerter. Alors plein de fois, mais ils disent que c'est pas de leur ressort, qu'ils ont déjà fait tout ce qu'il faut, que c'est en haut. Enfin, plein d'excuses en fait. Ça fait connaissances nécessaires aussi. Non, mais c'est parce que moi j'ai été membre du CA, du conseil de ville lycéenne, et j'ai fait remonter ces informations-là. Et ils disent qu'ils ne veulent pas payer pour les réparations, que ça fait très longtemps que la ligne de chemin de fer est dans cet état, que les travaux devaient être prévus bien avant, mais ils ne veulent rien faire. Et ils nous ont répondu que le bus ça marche bien, donc pourquoi on va faire plus d'efforts, quoi. Par rapport à nous, c'est pas respectueux, quoi. Enfin, en plus au prix où on paye nos billets, il faudrait faire un effort. Justement, oui, c'est quel prix là entre Chasseneuil et Angoulême? Chasseneuil et Angoulême, je sais pas. Pour les 12-25 ans, c'est 4 € le trajet. Et pour les plus vieux, si je peux me permettre, c'est 8 €. Après, moi, je sais que le lundi et le vendredi, donc le trajet Poitiers-Chasseneuil-sur-Bonnieure, c'est 30 € toutes les semaines. En ayant la carte jeune. Et le truc qu'ils nous disaient aussi par rapport au train, c'est que c'est pas assez rentable pour eux, selon eux, parce que les internes, on le prend le lundi et le vendredi. Et les externes, c'est une minorité dans notre lycée, donc ils ne se feraient pas assez d'argent la semaine. En gros, que ce serait leur plus grosse journée le lundi, le vendredi. Clairement, c'est ça. C'est une question d'argent, de rentabilité. Toujours une question d'argent. Ouais, du coup, il n'y a pas une organisation, je sais pas, entre parents pour essayer de faire du covoiturage. Il y a beaucoup de covoiturage, par contre. C'est vrai que tous ceux qui prennent pas le train, en fait, partent en covoiturage. En tout cas, les internes, ils ont des covoiturage. Je sais que celui de Parthenay, ceux qui viennent de Parthenay ou des alentours, ils ont mis en place un minibus qu'ils ont payé et c'est leur moyen de transport, en fait. Et donc, en gros, si j'entends bien, c'est beaucoup de débrouille, beaucoup de petites solutions. C'est compliqué quand même. Et des fois, quand c'est des jours comme le jour férié qui tombe en plein milieu de la semaine, des fois on s'arrange avec des copines externes pour qu'elles nous hébergent, pour qu'on puisse aller en cours, parce que bon, le billet de train, vu qu'il est hyper cher, si on doit faire plusieurs allers-retours, personnellement, je peux pas me permettre ça. Donc, par exemple, là, jeudi, vendredi, je vais pas en cours, parce qu'on n'a pas beaucoup de cours aussi, mais parce que financièrement, c'est pas possible, quoi. Vous allez là-bas? Ah non, on reste ici, on attend que le bus arrive. Il attend vraiment pas longtemps. Le genre, il stationne. 16-17, il est parti, quoi. Je crois que ça va être notre bus, celui-ci. C'est sûr? Ouais. Ah, oui, c'est sûr, oui, c'est voilà. notre bus. Là, on a des soutes, on a le droit. On a le droit d'avoir des soutes. Et là, ça va, vous tombez sur un bon bus. Parce que celui la dernière fois, bus des années je ne sais combien. Je n'avais pas non plus c'est pas un tout dernier modèle, quand même, oui, ça. Mais c'est pour vous dire qu'on a eu peut-être une seule fois un bus avec, par exemple, des prises pour enchaîner le téléphone qui était assez bien, avec des grandes soutes. Là, heureusement, on n'a pas des... il y a des filles qui ont des grosses valises, mais voilà. Et il est plein, le bus. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Bon voyage, si je puis dire. Merci. Au bon courage, je sais pas. Les deux, on prend les deux. Aujourd'hui, il faut 2h30 pour relier Angoulême et Limoges. Avant, avec l'intégralité de la ligne de train, il en fallait une de moins.
A l'inverse, les 104 km de route entre ces deux villes n'ont jamais été aussi bien couverts et surtout gratuits. Comme si la route se présentait comme la solution évidente. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la gare de Limoges-Montjoly, prochaine gare d'arrêt avant de descendre. Assurez-vous de n'avoir rien oublié à votre place. France Inter. Interception, le magazine de la rédaction. Donc là, on est devant la gare de Limoges-Montjoly, que tous les habitants appellent la gare des Charentes. C'était son ancien nom. Et on va rencontrer l'historien local de Limoges, du Limousin, Laurent Bourdelat. Bonjour. On cherchait une place. Donc Laurent Bourdelat, bonjour. Bonjour. C'est une gare qui date de quand? Parce que là on voit 1875. Chemin de fer Oui. d'Orléans. Alors c'est une gare qui date de 1875. Et donc le train arrive à Limoges en 1856. Et puis même si vous regardez là-bas, enfin là, il y a une passerelle au-dessus des voies. Et sur cette passerelle, il y a écrit PO, ce qui veut dire que c'était le Paris-Orléans en fait. Voilà. Enfin, voilà, c'est le point d'accès, j'allais dire, vers Angoulême, vers aussi l'océan, puisque ça se prolongeait jusqu'à Saint-Troyan. Voilà. Alors en fait, elle a permis deux choses, je dirais. Cette gare, elle a désenclavé ce qu'on appelait la Charente-Limousine, donc la partie ouest de Limoges. Alors sur le plan commercial et industriel, donc les trains qui partent de la gare Montjoly vont permettre à la fois d'aller vendre les productions de Limoges en direction de tout l'Angoumois, la Charente, jusqu'à la Charente qu'on appelait inférieure à l'époque, maritime. Donc par exemple la porcelaine, parce que là on est dans un quartier qui était très industriel, et le quartier de la porcelaine à Limoges. Et puis alors ça permet d'approvisionner Limoges avec beaucoup de choses, par exemple le cognac, mais aussi les tuileries, les briqueteries vont permettre d'alimenter pour le décor des constructions limougeaudes, le cuir, les animaux qu'on va amener en direction de l'abattoir de Limoges vont prendre le train quand celui-là va exister. Qu'est-ce que j'oublie? Les papeteries aussi qui vont être tout le long de la Vienne. Donc vraiment, ça va permettre de développer le commerce et l'industrie dans toute cette vallée de la Vienne. Et puis vous avez parlé de l'Atlantique. Et évidemment, alors après 1936, donc les congés payés, et surtout même après la Seconde Guerre mondiale, les Limousins vont aller, ça va être la gare des plages de l'Atlantique des Limousins qui vont, entre guillemets, évidemment, avec un sourire, coloniser l'Atlantique du côté de Royan, La Rochelle, et qui vont devenir les plages préférées des Limougeaux. Et donc, c'est un peu la gare des vacances ici. Puis il y a aussi les colonies de vacances vers l'île d'Aix, l'île d'Oléron. Donc, c'est, voilà, quand on arrive ici, on commence à sentir un petit peu l'iode de l'Atlantique, en fait. Alors, on va rentrer dans cette fameuse gare, gare de Montjoly, l'ancienne gare des Charentes. Allez-y. Voilà, effectivement, gare. Évidemment, c'est pas la même envergure que la gare des Bénédictins, mais bon, voilà, elle suffisait pour le trafic voyageur. Et aujourd'hui, ça vous, bon, quand voilà, vous y venez, c'est un peu triste de voir ce qu'elle est devenue. Oui, alors c'est triste à double titre pour moi. Je vous dirais que en fait, j'ai payé mes études d'histoire en étant contrôleur à la SNCF, et donc j'ai parfois contrôlé les trains de cette ligne Limoges-Angoulême. Et effectivement, voir que le trafic s'est en partie interrompu aujourd'hui, c'est effectivement triste, oui. Alors je contrôlais l'été. Et l'été, je voyais tous ces gens qui partaient en vacances, justement, des jeunes. Moi, je sais qu'il m'est arrivé, là, c'est très personnel, mais avec mon père et ma mère, de partir à Royan pour la journée. Beaucoup de Limougeaux faisaient ça aussi. Ils partaient sur la journée, ils allaient à la plage, ils rentraient le soir, et c'était vraiment très vivant. Il y a beaucoup de gens des communes avoisinantes qui prenaient le train pour venir travailler à Limoges, ou des lycéens aussi. Donc oui, c'est dommage que ce type de ligne n'existe plus. Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. On allait au bord de la mer. Les vacances
vacances, vol, évasion, illusion de l'aventure dont le goût demeure au fond du cœur. Avec mon père, ma sœur, ma mère. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la gare de Limoges-Bénédicte terminus de ce train. Avant de descendre, assurez-vous de n'avoir rien oublié à votre place. Limoges-Bénédicte terminus du train. Dans une des plus belles gares de France, très grande gare avec des vitraux, des statues, très très belle gare, très impressionnante, très imposante. On est avec quelqu'un qui connaît bien la ligne. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Gaël. Donc moi je suis cheminot, je suis également syndicaliste, donc je suis conducteur de train. Pour ça je connais bien cette ligne parce que j'y ai circulé donc jusqu'à Angoulême, jusqu'à l'an dernier, jusqu'à la date de sa fermeture, du moins partielle. Très clairement, hein, la situation, elle vient d'une politique de maintenance. Cette politique de maintenance, elle a lieu à peu près partout sur le territoire. Elle vient simplement du fait que SNCF Réseau, RFF avant SNCF Réseau, déjà avait réduit drastiquement les moyens alloués aux lignes, dans le jargon, nous on appelle ça les lignes du groupe 7 à 9. C'est une classification qui est faite de tout le réseau ferré national. Donc toutes ces petites lignes du groupe 7 à 9, les moyens alloués à leur maintenance se sont vus réduits de façon très importante. Donc, sur la partie charentaise, en tout cas, très clairement, moi qui circule depuis plus de 15 ans sur la ligne, ça fait bien longtemps que j'avais pas vu remplacer des traverses. Alors, paradoxalement, si, j'en ai vu remplacer juste un an avant la fermeture. Des traverses qui avaient été remplacées en urgence, justement, pour essayer de ralentir les défauts de géométrie de voie qui arrivaient de plus en plus, quoi. Mais pas suffisant, c'est-à-dire qu'on peut pas du jour au lendemain dire on va faire injecter 2 ou 3 millions d'euros de travaux. Si vous n'avez pas fait de travaux pendant 20 ou 30 ans, ben forcément, la facture est plus salée pour rattraper le retard, quoi. Quand on dit pas de maintenance, ça signifie pas de changement de traverse. Alors attention, quand je dis pas de maintenance, les opérations de sécurité ont continué à être réalisées, hein. Même avec un minimum de moyens, on ne fait pas n'importe quoi. En revanche, la baisse de ces moyens a fait que pas de modernisation, pas d'entretien suffisant pour maintenir les capacités. Et ça se fait pas du jour au lendemain. On n'est pas comme sur la route avec un nid de poule. Une voie, ça vieillit très lentement. Mais par contre, si vous arrêtez aujourd'hui de faire une maintenance, eh ben dans 10 ans, on ne pourra plus faire quoi que ce soit. Et c'est globalement ce qui s'est produit. Et il faut savoir aussi qu'il y a quand même un sujet sur la signalisation aussi entre Saillat et Angoulême. Cette signalisation avait été modernisée dans les années 90 entre Limoges et Saillat, pas entre Saillat et Angoulême. On a des signaux à la gare de La Rochefoucauld qui datent de la compagnie du Paris-Orléans, il faut le savoir. Alors ils fonctionnent toujours, ils ont été entretenus, ils sont repeints, graissés régulièrement, donc ils fonctionnent. Il n'y a aucun risque pour la sécurité, tout le système est même bouclé avec un système informatique en plus. Mais c'est quand même assez hallucinant quoi, de se dire que ces signaux ont connu peut-être 5 générations de cheminots, quoi. Et donc il n'y a pas eu d'investissement sur la signalisation. Donc ça aussi, il faut savoir que ça bride le nombre de trains qu'on peut faire circuler. C'est des pures règles réglementaires. Mais cette signalisation ne permet pas de faire passer, par exemple, 20 trains par jour dans chaque sens. Donc ça limite aussi les possibilités de desserte. Ça limite aussi le nombre de croisements qu'on peut faire de trains. Donc la desserte Limoges-Angoulême, ça fait 15 ans qu'elle se dégrade. C'est pour ça que les voyageurs, petit à petit, ont tourné le dos au train. On va se quitter sur le quai de la gare de Limoges. Mais écoutez, merci de vous intéresser à notre situation de petits ruraux qui n'ont plus de train malheureusement quoi, pour pouvoir voyager. C'est donc bien la guerre du chronomètre qui est en jeu. Nous retournons voir Jacques Bertrand, le maire de Saillat et ancien cheminot. C'est sûr, il y avait du monde là. Enfin, on avait quand même beaucoup de gens de Saillat à l'époque qui prenaient le train pour aller travailler à Limoges, hein. Il y en a encore hein, qui vont travailler à Limoges. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez, avec des trains qui roulaient à 60 km/h, ben, ils ont préféré prendre la voiture. Hein. Aujourd'hui, avec la 4 voies à côté, Limoges, on met 35 minutes pour y aller. Hein. Alors, quand on mettait 2h30 pour faire Limoges-Angoulême, excusez-moi, alors que par la 4 voies avec la voiture, on met 1h15, hein, ça peut se comprendre que les gens préfèrent la voiture après. Le temps de parcours, il n'a pas toujours été de 2h30. Vous l'avez connu largement inférieur. C'est pour ça, moi, je leur dis souvent, quand on est dans des réunions, je dis, moi, cette ligne-là, on doit pouvoir faire circuler des trains à 100, 110 à l'heure. Il y a 20 ans, ils circulaient à 100 à l'heure. Moi, je regrette. Alors, je vois pourquoi ils ne circuleraient pas encore aujourd'hui à 100 à l'heure, mais il faut réparer la voie. Parce que, justement, dans les réunions qu'on a régulièrement avec notamment la région et la préfecture,
ils nous disent oui, mais bon, il y a trop d'arrêts, il y a trop de ceci, il y a trop de gares, on ne peut pas s'arrêter partout, sinon le train, on ne gagnera pas de temps. Moi, je leur ai déjà dit plusieurs fois, je dis attendez, s'il y a un cadencement qui est mis en place correctement, on peut avoir des trains directs, des semi-directs, voire des omnibus. Après, on peut très bien desservir des points d'arrêt sans qu'il y ait de gare ouverte. C'est pas interdit non plus. Il faut que les horaires soient adaptés avec les heures d'embauche et de débauche à Limoges et Angoulême. Et ça, je pense que c'est possible. Non, et disons qu'on voit en parallèle, la route s'est énormément améliorée par rapport, justement. Oui, mais ça, c'est l'argument de la ministre des Transports. Parce qu'on a été reçu aussi par la ministre des Transports à la préfecture à Limoges. La première chose qu'elle nous a dit, écoutez, vous plaignez pas, vous allez avoir une 4 voies de Limoges à Angoulême qui va être bientôt terminée. Ça a fait un peu un tollé dans la salle parce que tout le monde s'est levé. On a dit, mais attendez, la 4 voies, ça remplacera pas le train. Elle ne dessert pas les gares comme le train. C'est pas vrai. SNCF, la petite mort des petites lignes. Raphaël Ebenstein a conduit ce reportage en compagnie de Sandrine Malon à la prise de son. Violaine Ballet, assistée de Stéphane Combe, a assuré l'aiguillage et Pierre Faucillon au mixage a finalisé le contrôle. À la semaine prochaine.